Lorsque les troupes américaines et soviétiques ont commencé à traquer les dirigeants nazis pour les traduire en justice à Nuremberg, la plupart du temps, elles ne trouvaient que leurs épouses. Les maris étaient morts ou avaient fui le pays. Un débat féroce s'ensuivit sur ce qu'il convenait de faire de ces femmes effrayées. Étaient-elles des témoins, de simples spectatrices innocentes, des complices ou des coupables? Toutes clamaient leur innocence, jouant le rôle de simples ménagères dévouées qui s'occupaient de leurs enfants et de leurs maris. Dans certains cas, cela était vrai, mais pour la majorité d'entre elles, la réalité était bien plus sinistre. 6 femmes comptaient parmi les plus viles et impénitentes de l'histoire, les princesses nazies qui aimaient les criminels de guerre allemands. Toutes étaient affiliées au parti nazi, parfois bien avant de connaître leurs époux, et dans la plupart des cas, elles leur survécurent, entretenant la flamme de l'antisémitisme et du racisme. Découvrez les destins tragiques qui attendaient ces épouses, mères et amantes, après que leur cher Troisième Reich ait perdu la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue à The Marshall Memoirs. Gerda Bormann, la dévote épouse du diable. Toutes les épouses des dirigeants nazis n'étaient pas elles-mêmes nazies. Gerda Bormann, cependant, était absolument dévouée à l'idéologie et au parti d'Adolf Hitler et fut, sans aucun doute, la première princesse nazie de l'histoire. Née en 1909 à Constance dans une famille de nazis enthousiastes, c'est son père, Walter Buch, qui présenta la jeune Gerda à oncle Adolf. Gerda était, en tout cas, plus fanatique que son père, ce qui devint clair après qu'elle se soit engagée avec un homme corpulent au cou épais nommé Martin Bormann, qui rejoignit le mouvement relativement tard, entrant au parti en février 1927. Il fut brièvement officier de presse dans sa région avant de rejoindre les SA, la branche paramilitaire du parti nazi. C'est là qu'il eut son premier contact avec le père de Gerda. Gerda tomba follement amoureuse de lui et ils se marièrent en 1929. Lorsque Hitler arriva au pouvoir en 1933, Bormann devint le chef de cabinet de Rudolf Hess et plus tard, le secrétaire personnel d'Adolf Hitler, le sommet de sa carrière. Gerda ne pouvait être plus fière de son mari et profitait également des améliorations de vie qui accompagnaient une position si élevée, tout en s'occupant de 9 enfants selon l'idéal nazi. Cependant, l'invasion soviétique mit fin à son rêve. Lorsque l'armée rouge approchait de Berlin en 1945, Gerda s'enfuit avec ses 9 enfants. Elle profita du chaos, se faisant passer pour la directrice d'un foyer pour enfants avec 4 de ses enfants déguisés en orphelins. Les 5 autres furent emmenés par Martin Bormann pour faciliter la fuite, mais, ne voyant aucune issue, il se suicida en mordant une capsule de cyanure. Son corps, cependant, ne fut retrouvé que bien plus tard, et les enquêteurs alliés ne savaient pas encore qu'il était décédé. Entre-temps, Gerda prit un autobus scolaire avec les enfants et réussit à traverser la frontière vers l'Italie, s'arrêtant dans le Tyrol du Sud, où ils furent accueillis par le chef régional nazi. Celui-ci avait sécurisé un endroit pour cacher tout le matériel sensible de Gerda et leur trouva un foyer dans un petit village, dans une vallée à 30 miles de Bolzano. Bien que momentanément en sécurité, Gerda souffrait énormément. Sa belle-sœur, qui avait fait le voyage avec elle, remarqua que Gerda, habituellement très silencieuse, n'arrêtait pas de se plaindre d'une douleur dans la partie inférieure de son corps. Une fois installés à Bolzano, ils trouvèrent un médecin local italien qui reconnut immédiatement la gravité de son état. Gerda était dans les stades avancés d'un cancer de l'ovaire et avait besoin d'une opération de toute urgence. À ce moment-là, les Alliés étaient sur sa piste. 2 agents de renseignement la localisèrent et informèrent l'unité britannique stationnée dans la région. Après consultation avec le médecin qui avait diagnostiqué Gerda, un major de l'armée britannique se présenta à sa porte. Gerda paniqua, pensant qu'on allait l'emmener dans un camp de concentration, mais le major la rassura en lui disant qu'elle n'était pas en danger. Au lieu de cela, elle fut emmenée directement à l'hôpital pour prisonnier de guerre à Merano. Une opération fut réalisée, mais sans succès. Face à son décès imminent, Gerda chercha du réconfort dans la religion et se convertit au catholicisme. Elle mourut le 23 mars 1946, quelques mois avant de fêter ses 37 ans. La lectrice avidée de Mein Kampf, Magda Goebbels. Le 1er mai 1945,
Magda Goebbels aurait pu envier Gerda Bormann, qui avait eu la chance de fuir le pays. Il se trouve qu'elle ne saurait jamais ce qui était arrivé à Gerda. Johanna Maria Magdalena Ritschl est née en 1901 et a passé la majeure partie de son enfance à Bruxelles, mais elle fut rapatriée en Allemagne lorsque la Première Guerre mondiale éclata. En 1921, elle se maria avec un riche industriel allemand nommé Günther Kant, qui avait le double de son âge à l'époque. En 1929, quand Kant découvrit qu'elle avait été infidèle, il décida de mettre fin au mariage, la laissant avec une petite fortune et un luxueux appartement à Berlin. À Berlin, à cette époque, il était impossible d'ignorer les affrontements quotidiens entre les nazis et leurs opposants. Poussée par plusieurs amis, Magda assista à un grand rassemblement nazi où l'orateur principal était Joseph Goebbels. À part Hitler, Goebbels était l'orateur le plus efficace des nazis, enflammant le public par son agressivité. Il était extrêmement intelligent et très éduqué, avec un doctorat en littérature de l'université de Heidelberg. Mais c'était aussi un petit homme, avec un pied botte et une boiterie prononcée. Cela n'importait pas à Magda, qui fut attirée par sa voix et ses idées. Elle rejoignit immédiatement le parti et acheta une copie de Mein Kampf et le mythe du XXe siècle, un ramassis écrit par le philosophe nazi Alfred Rosenberg. Magda devint rapidement une dirigeante du groupe local des femmes nazies, mais sa présence causa des frictions avec les autres membres, qui refusaient de recevoir des ordres d'une femme si privilégiée. Frustrée, Magda visa plus haut et demanda à travailler au département de la propagande de Goebbels, où elle ne pouvait passer inaperçue. Impressionné par la classe évidente et la beauté de Magda, Goebbels lui demanda de prendre en charge son dossier privé, espérant que travailler si près faciliterait sa séduction. À la fin de février 1931, Magda et Goebbels couchaient déjà ensemble. Leur relation se développa et en avril, ils faisaient déjà des plans pour leur avenir ensemble. Leur appartement à Theodor-Heuss-Platz devint rapidement l'un des principaux lieux de rencontre pour Adolf Hitler et d'autres officiers nazis. Cela créa quelques problèmes pour les Goebbels, car Joseph était jaloux de l'attention que Hitler portait à Magda. Le fait que Magda était également amoureuse de Hitler n'aidait pas le couple, mais c'était aussi la raison principale pour laquelle elle épousa Goebbels, pour être plus proche du Führer. Le 19 décembre 1931, Goebbels et Magda, qui était déjà enceinte, se marièrent lors d'une cérémonie civile suivie d'un service religieux. Hitler fut le témoin. Lorsque Magda le remercia par un baiser, ses yeux étaient remplis de larmes. Le 1er septembre 1932, naquit leur première fille, Helga. Ce fut une expérience déchirante pour Magda, qui se sentit ensuite épuisée et très faible. Son médecin lui expliqua que l'accouchement avait aggravé une condition cardiaque préexistante et qu'elle devait faire attention à l'avenir. Malgré cela, et avant de se remettre complètement, elle tomba à nouveau enceinte, mais fit une fausse couche en décembre. Le couple passa le réveillon du Nouvel An dans le chalet de Hitler à Ober-Salzburg. Ce fut une mauvaise idée, car Magda contracta une infection et développa une fièvre très élevée. Elle survécut, mais dès ce moment, et jusqu'à la fin de sa vie, elle fut gravement limitée dans ses mouvements. Pendant la guerre, Magda se forma comme infirmière de la Croix-Rouge, malgré son cœur faible et sa santé fragile, qui l'obligeait à passer de longues périodes alitées chez elle. Lorsque, à la fin de 1945, les troupes soviétiques entrèrent dans Berlin, la famille Goebbels se déplaça dans un bunker souterrain relié à celui de Hitler. Dans l'après-midi du 30 avril, ils rencontrèrent pour la dernière fois Hitler et Eva Braun. Ensuite, Magda et Goebbels se retirèrent dans leur propre bunker pour dîner ensemble une dernière fois. Le jour suivant, 1er mai, le dentiste des SS, Helmut Kunz, reçut l'ordre d'injecter de la morphine à leurs 6 enfants, un par un, pour les rendre inconscients. Ensuite, une capsule de cyanure fut placée dans la bouche de chaque enfant et écrasée. Une fois tous les enfants morts, Joseph et Magda sortirent du bunker et se dirigèrent vers le jardin de la chancellerie, où ils se suicidèrent également. Goebbels avait demandé à un officier des SS de tirer sur leur corps pour s'assurer qu'ils étaient morts, puis de les asperger d'essence et d'y mettre le feu. Leurs restes carbonisés furent trouvés le lendemain par les troupes soviétiques. Philosophie, littérature et meurtre de masse. La vie d'Ilse Preul. Une nuit, la jeune et riche Ilse Preul rencontra un de ses voisins à Munich.
un grand jeune homme en uniforme usé qui se présenta sous le nom de Rudolf Hess. Ce qui attira immédiatement son attention fut son apparence. Des sourcils épais, des yeux enfoncés et une expression tourmentée. Elle se sentit attirée par lui instantanément. Si Hess, âgé de 26 ans, eut une réaction similaire, il est impossible de le dire. Parmi tous les hauts dirigeants nazis, Hess était le plus énigmatique. Tout au long de sa vie, il était clair qu'il souffrait de problèmes mentaux depuis un âge très précoce. Il était également un héros de guerre décoré. Ayant été blessé 2 fois au combat, Hills décida de le poursuivre et ils commencèrent à passer du temps ensemble. Ils devinrent de bons amis, leur relation étant purement platonique. Toujours vierge, Hess ne montrait aucun intérêt pour le sexe. Pendant les années suivantes, leur relation manquait d'une dimension physique, ce qui frustrait Hills. À la place, ils cultivèrent une connexion spirituelle basée sur leur amour partagé pour la culture allemande, en particulier les écrivains et compositeurs romantiques de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. L'écrivain préféré d'Hills était Friedrich Hölderlin. À l'automne de 1920, Hills avait terminé ses études secondaires, commencé un cours universitaire à temps partiel en allemand et bibliothéconomie, et commencé à travailler dans une librairie de livres anciens. En plus de quelques voyages occasionnels hors de Munich pour visiter la campagne, elle passait la majeure partie de son temps libre à travailler pour le mouvement nazi, distribuant des tracts, collant des affiches, aidant au journal du parti et agissant comme secrétaire de Hess, tandis qu'il rejoignait Hitler et prenait des risques lors des fréquentes bagarres entre les partisans nazis et leurs opposants de gauche. En reconnaissance de ses efforts, Hills et Hess eurent le privilège d'être proches de Hitler pendant leur temps libre. Finalement, Hess et Hitler devinrent de très bons amis. En 1923, Hess fut l'un des soldats loyaux qui combattirent aux côtés de Hitler lors du putsch de la brasserie de Munich, qui échoua. Craignant d'être capturé, Hess téléphona à Hills pour l'informer qu'il tenterait de traverser la frontière vers l'Autriche, ce qu'il fit. Plus tard, il retourna en Allemagne pour visiter Hills, mais fut capturé et emprisonné avec Hitler et d'autres instigateurs. Hills ne manqua jamais de se présenter chaque samedi, lorsque Hess avait droit à 6 heures de visite. Hess valoriserait la loyauté d'Hills toute sa vie. Après l'incarcération de Hess, Hills et Rudolf se marièrent en 1927 et leur unique fils naquit en 1937. À ce moment-là, Hess avait été nommé Reichsminister et passait de longues heures à travailler. Lorsque la guerre commença en 1939, il devint de plus en plus paranoïaque et sa santé mentale se détériora jusqu'à ce qu'en 1941, il décide de voler seul en Écosse dans l'espoir de négocier un traité de paix directement avec le gouvernement britannique. Les autorités britanniques l'emprisonnèrent en tant que prisonnier de guerre et en apprenant la nouvelle, il s'emmena son fils et se retira dans une ville appelée Hindelang pour être loin de Munich et de la fureur de Hitler contre Rudolf, qui fut considéré comme un déserteur. Rudolf Hess fut l'un des premiers nazis à être jugé et condamné lors des procès de Nuremberg, et le 3 juin 1947, Hills Hess fut arrêté à Munich. Comme toutes les épouses des criminels de guerre condamnés ou exécutés pendant les procès de Nuremberg, elle fut transférée dans un camp d'internement à Göttingen. Le 24 mars 1948, elle fut libérée et s'installa dans les Alpes bavaroises, où elle ouvrit une maison d'hôtes en 1955. Rudolf purgeait une peine de prison à perpétuité à la prison de Spandau, qu'elle visitait les fins de semaine. Hills fut toujours une nazie dévouée. Jusqu'à sa mort à l'âge de 95 ans, elle resta loyale à Hitler et à ses idéaux, et après la guerre, elle devint une auteure très respectée. Elle publia un livre populaire en 1952 et en 1954, elle suivit avec un livre intitulé « Rudolf Hess, prisonnier de la paix », le premier d'une série de collections de sa correspondance avec son mari. À la mort de celui-ci en 1995, elle demanda à être enterrée à côté de son mari à Wunsiedel, en Bavière. Margaret Himmler, la collaboratrice silencieuse. Margaret Boden rencontra Heinrich Himmler lors d'un voyage en train de 3 heures de Munich à Berlin. Ils engagèrent une conversation et, à la fin du trajet, avaient établi une connexion. Après s'être séparés, ils commencèrent à échanger des lettres.
une habitude presque quotidienne qui se poursuivrait tout au long de leur relation, en grande partie parce qu'ils passaient plus de temps séparés qu'ensemble. Margaret était de 8 ans l'aînée de Himmler. Elle venait d'une famille de grands propriétaires terriens aisés et avait l'âge suffisant pour rejoindre la Croix-Rouge allemande en 1914 et devenir infirmière. Après avoir terminé sa formation, elle fut affectée à un hôpital de campagne. Peu après la fin de la guerre, elle épousa Himmler. Leur plan de mariage dépendait de la vente par Margaret de sa part d'une propriété qu'elle avait héritée et de l'utilisation de l'argent pour acheter un terrain. Ils allèrent devenir agriculteurs. C'était le rêve de Himmler depuis longtemps. Mais Hitler avait d'autres plans pour l'un de ses associés les plus loyaux. Himmler eut une carrière réussie au sein du parti nazi, devenant chef de la police, leader des Waffen-SS et ministre de l'Intérieur pendant la présidence de Hitler. Himmler fut également responsable de la supervision des programmes d'extermination des Juifs. En mai 1945, Himmler et Margaret se séparèrent et promirent de se retrouver à l'étranger. Himmler fut capturé et mordit une capsule de cyanure, mourant presque instantanément. Margaret et sa fille Gudrun quittèrent la ville de Gmund lorsque les troupes alliées avancèrent dans la région. Après l'invasion de Bolzano, en Italie, par l'armée américaine en mai 1945, Margaret et Gudrun furent arrêtées. Elles furent détenues dans plusieurs camps d'internement en Italie, en France et en Allemagne. Pendant son internement, Margaret fut interrogée, mais il devint clair qu'elle n'était pas informée des affaires officielles de son mari. Plus tard cette année-là, elle fut appelée à témoigner au procès de Nuremberg, où elle déclara également son innocence. Elle et Gudrun furent libérées de l'internement en novembre 1946. Elles se réfugièrent un temps à l'institution Bethel de Bielefeld. Margaret affirma que, bien qu'elle ait été l'épouse de Himmler, elle était restée en dehors des feux de la rampe. Cependant, le comité allié qui surveillait ses actions était convaincu qu'elle soutenait probablement les objectifs du parti nazi et les actions de son mari. Son avocat insista pendant le processus d'appel que Margaret ne pouvait être tenue responsable des actions de son mari. Entre 1948 et 1953, Margaret fut impliquée dans 3 procès différents. Le résultat final fut qu'un juge décida qu'elle ne devait pas être considérée responsable des crimes de son mari, bien qu'elle n'en ait pas été éloignée. Le 15 janvier 1953, elle fut classée comme bénéficiaire du régime nazi et condamnée à 30 jours de travail punitif. Elle perdit également ses droits à la pension et le droit de vote. Sa fille Gudrun quitta Bethel en 1952 et à partir de l'automne 1955, Margaret vécut avec sa sœur Lydia à Ypen. Margaret dit à Lydia que tout ce qu'elle espérait était une vie tranquille et qu'elle était contente de disparaître dans l'anonymat. C'est exactement ce qu'elle fit. Et lorsqu'elle mourut le 25 août 1967, à l'âge de 74 ans, elle emporta tous les secrets de son mari avec elle, y compris toutes ses affaires amoureuses. Dormir avec le mal, Hedwig Potast. En fait, comme Margaret Himmler l'a avoué une fois à l'un des interrogateurs américains, son mari n'avait jamais été très fidèle. Sa liaison la plus célèbre fut avec sa secrétaire de 26 ans, Hedwig Potast. Née le 6 février 1912 au sein d'une famille de classe moyenne, qui l'inscrivit dans une école secondaire de haute qualité où elle apprit l'anglais, Hedwig obtint par la suite son diplôme à l'Institut d'économie pour interprète à Mannheim. Après avoir obtenu son diplôme en 1932, elle trouva un emploi comme employée dans un bureau de poste. Ennuyée et en quête de défis, Hedwig postula à un poste au département de presse de la Gestapo à l'automne 1935. Cela ne suffisait pas encore à satisfaire ses ambitions et en janvier 1936, elle devint la secrétaire personnelle de Himmler. Les amis de Hedwig l'appelaient Bunny parce qu'elle était toujours gentille et joyeuse, 2 qualités que Margaret Himmler n'avait jamais eues. Hedwig aimait la gymnastique et l'aviron. Elle était populaire parmi ses collègues. En octobre 1937, elle rejoignit d'autres membres du personnel pour l'anniversaire de Himmler au lac Tegernsee et fut accueillie dans la famille des SS. À mesure qu'ils travaillaient en étroite proximité, la relation entre Hedwig et Himmler se développa et à un moment donné pendant Noël 1938, ils avouèrent leurs sentiments l'un pour l'autre. Himmler discuta de sa liaison directement avec Hitler, qui était célèbre pour être opposé au mariage, mais aussi au divorce.
Il recommanda à Himmler de poursuivre la relation, mais en secret. Pour une raison quelconque, Himmler ne le fit pas. Au lieu de cela, il dit à sa femme en 1941 qu'il avait une maîtresse et qu'il voulait avoir des enfants avec elle. Margaret se sentit très amère, mais accepta le fait et continua d'être l'épouse de Himmler. Hedwig dut renoncer à ses fonctions en 1941 et le parti nazi lui trouva un endroit pour vivre dans la forêt de Mecklembourg, à environ 1 heure au nord de Berlin. Hedwig et Himmler eurent 2 enfants, un garçon et une fille. En 1944, il lui acheta une maison de campagne près de Berchtesgaden, où se trouvait le célèbre nid d'aigle de Hitler. Là, elle mena une vie étrange. Une fois, elle fut visitée par Gerda Bormann et ses enfants. Selon Gerda après le thé, Hedwig les invita tous au grenier pour voir quelque chose de spécial. Des meubles faits de parties de corps humains. Hedwig expliqua en détail le processus derrière la construction d'une chaise dont le siège était un bassin humain et les pieds étaient des jambes humaines reposant sur de vrais pieds humains. Hedwig avait aussi des copies de Mein Kampf reliées avec de la peau humaine qui avait été écorchée des détenus de Dachau. Gerda se souvint que Himmler avait tenté d'offrir à Bormann une édition tout aussi unique de Mein Kampf, mais il refusa de l'accepter. Gerda dit que c'était trop pour lui. Après la Seconde Guerre mondiale, Potast se remaria et vécut le reste de sa vie hors du regard du public. Lors d'interviews après-guerre, elle refusa de répondre aux questions sur la participation de Himmler aux crimes de guerre commis par les nazis ou sur sa propre connaissance de ceux-ci. Lorsqu'elle apprit la mort de Himmler par la radio, elle se cacha, vivant temporairement chez Eleonore Paul à Rosenheim, en Haute-Bavière. Elle fut arrêtée la même année par des membres de l'armée américaine et fut interrogée pendant plusieurs jours à Munich. Elle déclara son innocence totale et ne fut pas poursuivie. Pour le reste de sa vie, elle garda le silence sur sa relation avec Himmler et resta à l'écart de la presse. Lorsque la fille de Himmler, Gudrun, apprit son existence ainsi que celle de ses demi-frères et sœurs, elle essaya de les contacter, mais Hedwig refusa. On sait peu de choses sur sa vie après la guerre, mis à part le fait qu'elle mourut le 22 septembre 1994, à l'âge de 82 ans, dans la ville de Baden-Baden. Gudrun Himmler, la néo-nazie au visage angélique. La troisième fille des Himmler était Gudrun, l'unique enfant de Heinrich et Margaret. Elle était célèbre parmi les connaissances de son père parce que tout le monde pensait qu'elle incarnait l'idéal de la race allemande pure, avec ses cheveux blonds tressés et ses traits délicats. En tant qu'unique fille de l'une des familles les plus en vue du cabinet nazi, elle jouissait d'une enfance luxueuse et heureuse jusqu'à la fin de la guerre. Comme d'autres princesses nazies, elle et sa mère tentèrent de traverser la frontière sud vers le Tyrol du Sud. Mais, comme expliqué précédemment, le 13 mai 1945, Margaret et sa fille furent découvertes dans le Tyrol et détenues par les Alliés. Elles passèrent 2 nuits dans un hôtel géré par des Américains près de Bolzano, 1 nuit à Vérone, prirent un volume pour Florence et terminèrent leur voyage dans un camp et centre d'interrogation géré par les Britanniques près de Rome, où elles étaient les seules prisonnières féminines. De Rome, Margaret et Gudrun furent transportées à Nuremberg. À leur arrivée, Margaret fut soumise à une fouille et un flacon de cyanure de potassium fut trouvé cousu dans le rembourrage de l'épaule de son manteau. Margaret et Gudrun furent placées dans une cellule nue avec 2 planches comme lit. Reconnaissant que la prison de Nuremberg n'était pas précisément un environnement idéal pour une adolescente, le colonel Andrus de l'armée américaine tenta de rendre le séjour de Gudrun aussi normal que possible. Néanmoins, Gudrun fut interrogée le 22 septembre 1945. On lui demanda sa dernière rencontre avec son père et si elle avait beaucoup voyagé pendant les années de guerre. La disciplinée et angélique Gudrun répondit qu'elle avait passé les 5 dernières années à la maison ou à l'école. Elle parla brièvement de sa visite à la plantation d'herbes de Dachau et lorsqu'on lui demanda si ses parents avaient jamais discuté de leur plan d'après-guerre ou de tout autre sujet important, Gudrun répondit qu'il ne lui disait jamais rien du tout. Les interrogateurs la crurent. Après la guerre, Gudrun se maria avec le propagandiste et auteur d'extrême droite Wolf-Dieter Burwitz, qui devint plus tard un responsable du parti dans la section bavaroise du Parti national-démocrate d'extrême droite, ou NPD.
Devenue une véritable princesse nazie, Gudrun devint une défenseur des causes d'extrême droite. Elle trouva une validation parmi les rangs de l'Aide silencieuse, une organisation qui aidait d'anciens membres des SS. Elle travailla inlassablement en leur nom pendant plus de 40 ans, et ses membres la traitaient avec un respect et une admiration proche de la vénération. En même temps, Gudrun aida à fonder un groupe néo-nazi à peine légal pour sa propre génération, appelé la jeunesse viking. En 1958, Gudrun assista à une réunion de vétérans des SS et de sympathisants en Autriche, près d'un ancien site celte au cœur des forêts bohémiennes. Gudrun fut l'invitée d'honneur de CE qui deviendrait une célébration annuelle des accomplissements de son père. De 1961 à 1963, elle travailla sous un faux nom, comme secrétaire pour le Bureau de renseignement de l'Allemagne de l'Ouest, ou BND. À cette époque, l'agence était dirigée par Reinhard Gehlen, un général recruté par les Américains qui embaucha, entre autres, d'anciens nazis pour travailler au BND en raison de leur connexion et de leur expérience avec l'Europe de l'Est et les activités anticommunistes. Gudrun mourut en 2018, tenant fermement à la croyance que Himmler n'avait rien fait de mal. Hedwig Hensel, plus qu'une femme au foyer. On ne sait pas grand-chose sur Hedwig, l'épouse de Rudolf Höss, commandant des camps d'extermination d'Auschwitz, si ce n'est qu'elle a toujours été une femme très réservée et silencieuse. Sa vie a fait l'objet d'un examen minutieux récemment, puisqu'elle a été le sujet principal du film primé de Jonathan Glazer, La zone d'intérêt. Elle y est dépeinte comme une ménagère allemande typique, responsable d'un grand foyer tandis que son mari travaillait de longues heures. Née en 1908 à Neukirch, en Allemagne, elle était l'une des plus jeunes princesses nazies de la Seconde Guerre mondiale. À l'âge de 21 ans, elle s'est retrouvée à jamais liée à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine par son mariage avec Rudolf Höss. Le couple s'installa et eut 5 enfants, Klaus, Annegret, Heidetraut, Ingeborg et Hans Rudolf. Tout en s'occupant des enfants, elle accompagna l'ascension fulgurante de son mari au sein des rangs du parti nazi, jusqu'à ce qu'il soit nommé commandant d'Auschwitz en 1940. La famille déménagea dans une villa située à quelques kilomètres du camp, un contraste marqué entre la domesticité et la barbarie inimaginable. Pour cette raison, les historiens débattent encore de l'étendue de la conscience qu'elle avait des horreurs qui se déroulaient littéralement à côté de chez elle. Certains affirment qu'elle restait heureusement ignorante, protégée par son mari et les luxes d'une vie privilégiée au sein de la hiérarchie nazie. D'autres, cependant, suggèrent des fissures dans cette façade. De nombreux survivants du camp ont témoigné avoir vu Hedwig à cheval près du camp, et certains récits affirment qu'elle recevait des cadeaux en fourrure et en bijoux potentiellement pillés aux victimes. Si elle choisissait de ne pas savoir ou participait activement à une ignorance délibérée pour maintenir une vie confortable, c'est une question difficile à répondre. À mesure que les forces alliées s'approchaient de l'Allemagne en 1945, Höss tenta de disparaître. Hedwig, cependant, resta avec ses enfants. Elle pensait que cela semblerait suspect si elle fuyait et choisit de rester à la maison et de feindre l'ignorance. Finalement, elle fut capturée et interrogée par les Britanniques. Son témoignage offre peu d'informations, laissant les historiens se débattre avec l'étendue de ses connaissances. Cette stratégie s'avéra manifestement efficace, car Hedwig Hensel ne fut jamais accusée d'aucun crime. Elle ne dit même pas à ses propres enfants que leur père avait été pendu à Auschwitz. Sa fille, Brigitte Höss, s'installa dans l'Espagne de Franco, où elle travailla comme mannequin et rencontra son futur mari. Ensemble, ils déménagèrent aux États-Unis, où ils finirent par s'établir à Arlington, en Virginie. C'est lors d'une visite à Brigitte que Hedwig Höss mourut le 15 septembre 1989. Elle fut enterrée sous une pierre tombale anonyme, portant seulement le mot « Mutti », qui signifie « maman » en allemand. La plus grande admiratrice de Hitler, Lina Heydrich. Alors que Hedwig Höss est toujours restée réservée sur ses propres opinions politiques, d'autres princesses nazies ont été beaucoup plus vocales dans leur rejet des Juifs et des personnes racialement inférieures. L'une des jeunes femmes qui rejoignit la bannière de Hitler au début des années 1920 fut l'adolescente Lina von Osten, dont le frère aîné était déjà un partisan nazi convaincu. Il demanda à la jeune Lina de l'accompagner à une réunion du parti,
et cela suffit à la convaincre de la supériorité des idées de Hitler. Elle était particulièrement intéressée par le fait que le mouvement de Hitler était dirigé vers les jeunes, contrairement au reste de la vieille politique prussienne. Elle était également une antisémite notoire. Elle décida de changer de vie et quitta son domicile familial sur l'île de Fehmarn, tout près du Danemark. Lina venait d'une famille aisée dont la fortune diminua lors de l'hyperinflation du début des années 1920. Ayant décidé de devenir enseignante, Lina se dirigea vers le port continental de Kiel pour compléter sa formation dans une école technique secondaire, logeant dans une maison d'étudiante. À l'approche de la fin de son cursus, Lina et quelques amis assistèrent à un bal le 6 décembre 1930 et c'est au cours de ce qui aurait autrement été une soirée ennuyeuse que Lina rencontra l'officier de marine de 27 ans, Reinhard Heydrich. Heydrich était grand, blond, avec une carrure athlétique et sans doute impressionnant en uniforme. Mais il avait aussi une tête anormalement grande, des yeux étroits, une petite bouche et des oreilles décollées. Lina le trouva intrigant et accepta un rendez-vous pour le lendemain. Au-delà de l'attraction physique puissante entre eux, Lina et Heydrich partageaient certaines caractéristiques clés. Tous deux étaient déterminés à échapper à leurs origines et à se forger un destin différent. Ils étaient têtus et extrêmement ambitieux et estimaient que la plupart des gens étaient des êtres inférieurs. Lina était une fervente nazie avant de rencontrer Heydrich et se plaignait souvent que son mari n'avait même pas lu Mein Kampf. Lorsqu'il fut renvoyé de la marine en raison de sa relation avec Lina, elle l'incita à rejoindre la SS nouvellement créée. Après une rencontre avec Himmler en personne, il fut embauché sur le champ pour occuper le poste de chef du service de renseignement de la SS. Il eut une carrière réussie dans la SS, mais fut assassiné pendant la guerre pour son rôle dans l'occupation de la Tchécoslovaquie. Lina Heydrich fut interrogée après la guerre, mais malgré son engagement évident pour la cause nazie, aucun crime ne put lui être imputé, elle fut donc acquittée. Plus tard, elle intenta une série de procès contre le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest en 1956 et 1959, obtenant le droit de recevoir une pension. Parce que son mari, bien qu'étant un criminel de guerre, avait été un général de la police allemande mort au combat, elle avait droit à une pension substantielle. En Tchécoslovaquie, Lina fut jugée par contumace et condamnée à la réclusion à perpétuité, mais cette condamnation ne fut jamais appliquée. Elle se remaria en 1965 avec un dramaturge et metteur en scène finlandais qui mourut tragiquement 4 ans plus tard. Lina continua de vivre jusqu'en 1985, ayant publié plusieurs livres et articles de journaux dans lesquels elle défendait son défunt mari. Les deux épouses de Hermann Göring est le seul homme de cette liste à s'être marié 2 fois. Les officiers nazis devaient suivre un code de conduite strict, qui signifiait qu'ils devaient garder leurs affaires privées, et s'ils se mariaient, le divorce n'était jamais une option. En raison des origines élitistes de Göring, Hitler le considérait comme un atout précieux. Il pouvait ouvrir des portes aux élites militaires et aristocratiques. Ces personnes étaient des intermédiaires de pouvoirs locaux qui pouvaient aider Hitler à réaliser son ambition immédiate, utiliser Munich comme point de départ d'une révolution nationale. Lorsqu'ils se rencontrèrent à la fin de l'année 1922, Hitler invita personnellement Göring à rejoindre le mouvement. Göring n'était pas particulièrement convaincu par les idées de Hitler, mais il fut profondément ému par la capacité du Führer à mobiliser les masses. En ce sens, le parti nazi naissant offrait à Göring l'opportunité d'être un gros poisson dans un petit étang. Mais c'est la nouvelle épouse suédoise de Göring, Karin, qui scella l'accord. Déjà antisémite convaincue, Karin adorait le sol que foulait Hitler. Pour elle, Hitler était comme un super-héros mythique d'une légende nordique. Karin fit tout son possible pour cimenter la relation entre les deux hommes. Et elle réussit, puisque Göring devint l'un des principaux membres du parti nazi, créant par la suite la Gestapo et étant nommé commandant en chef de la Luftwaffe, la force aérienne allemande. Göring se souviendrait toujours de combien sa première épouse avait soutenu sa carrière au sein des rangs nazis. L'histoire d'amour romantique entre Karin et Göring fut utilisée par la machine de propagande de Goebbels et le couple était montré ensemble dans tout le pays pour augmenter la popularité du parti nazi. Mais Karin était malade, souffrant de tuberculose au début de ses 40 ans. Lorsque sa mère, Huldine Fock,
mourut subitement en septembre 1931, ce fut un grand choc pour Karin, âgée de 42 ans. Bien que sa santé fût encore fragile, elle voyagea en Suède pour les funérailles de sa mère, mais subit une crise cardiaque le lendemain à Stockholm. Göring fut informé et la rejoignit immédiatement, restant à ses côtés jusqu'à ce qu'elle meure d'insuffisance cardiaque le 17 octobre 1931, 4 jours avant son 43e anniversaire. Göring continua à gravir les échelons du parti nazi, car c'était ce que Karin aurait voulu. Lors d'une de ses tournées, il rencontra l'actrice de 38 ans, Emmy Sonnemann. Emmy était assez opposée à Karin en tout, sauf en beauté. Emmy aimait se présenter comme une artiste désintéressée par la politique et affirmait qu'elle faisait tout son possible pour éviter de discuter du travail de Göring. Elle était beaucoup plus heureuse de parler avec lui de théâtre, de livres, de peintures et de relations humaines. Elle voulait être actrice depuis qu'elle avait vu une production du Marchand de Venise à l'âge de 12 ans. Son père, un riche homme d'affaires possédant une usine de chocolat, était contre sa carrière d'actrice, mais sa mère était plus compréhensive. Malgré son apparent désintérêt pour la politique, Emmy Göring fut surnommée la première dame du Troisième Reich. Grâce au contact de Göring et à la machine de propagande de Goebbels, Emmy devint l'une des actrices les plus respectées et connues du Reich. Tout comme Göring et Karin auparavant, Göring et Emmy étaient maintenant le premier couple du Reich. Mais cela scella également leur destin. Lina Heydrich était peut-être une nazie convaincue, mais malgré son désintérêt pour la politique, la grande notoriété d'Emmy lui valut une condamnation à 1 an de prison après la guerre et la confiscation de 30% de ses biens par le gouvernement allié. Il lui fut également interdit de jouer sur scène pendant 5 ans. Quelques années après sa libération de prison, Emmy Göring s'installa dans un petit appartement à Munich et y resta pour le reste de sa vie. L'amour toxique de Hitler, Eva Braun. En 1930, Adolf Hitler demanda à son proche associé Martin Bormann de le rencontrer en secret. Il avait quelque chose d'important à lui demander. Une fois seul, Hitler lui confia une tâche qui nécessitait discrétion et secret. Il demanda à Bormann d'enquêter sur les origines d'une fille de 17 ans qu'Hitler avait rencontrée dans le studio photographique de Heinrich Hoffmann, où elle travaillait comme assistante. Hitler s'était épris d'elle et voulait savoir si elle venait d'une bonne lignée aryenne. Après une enquête approfondie, Bormann put confirmer qu'Eva Braun n'avait pas une goutte de sang juif. Hitler se sentit soulagé. Le seul problème était qu'Hitler avait déjà une relation romantique, bien que toxique, avec sa demi-nièce, Geli Robal. Geli avait seulement 22 ans à l'époque, tandis qu'Hitler avait 20 ans de plus qu'elle. Il était extrêmement protecteur envers elle, ce qui faisait que Geli se sentait contrôlée et surveillée. Après 1927, quand Hitler apprit qu'elle avait eu une romance avec un chauffeur, il décida de ne pas la laisser seule avec aucun homme à part lui. Cela fut dévastateur pour la pauvre Geli, qui ne savait que faire. Dans la nuit du 18 septembre 1931, alors qu'Hitler était à Nuremberg, Geli prit le pistolet qu'il lui avait donné pour se protéger, plaça le canon contre sa poitrine et appuya sur la gâchette. Elle tomba au sol, se vidant lentement de son sang. Hitler se sentit dévasté, mais avec Geli hors du tableau, il était libre de poursuivre une relation avec Eva. Hitler avait de forts sentiments contre le mariage. C'est pourquoi, jusqu'à la fin de leur vie, il refusa cette possibilité à Eva, qui demanda à se marier à de multiples reprises. Eva incarnait l'idéal d'Hitler de la féminité naturelle. Véritable blonde, elle était athlétique et sportive, pratiquait la gymnastique et la natation et se maintenait en forme. Elle n'avait presque aucun intérêt pour la politique ou l'état de la nation. Elle avait peu de prétentions et était rafraîchissante par sa liberté d'esprit. Elle était émotionnellement immature et facile à manipuler pour Hitler. De son point de vue, Hitler était courtois, souvent charmant, indulgent et attentionné, tandis que sa célébrité croissante la flattait et l'excitait. Eva n'avait pas encore compris combien Hitler pouvait être cruel et indifférent envers ceux qui osaient s'approcher de lui. En 1932, elle serait profondément consciente de son désintérêt. S'étant donnée à Hitler, Eva attendait interminablement qu'il lui prête un peu d'attention, mais Hitler était à peine à Munich cette année-là. Même quand il l'était, il avait très peu de temps pour elle. Eva prit ses absences et ses silences de manière personnelle, comme un signe de rejet.
L'anxiété se transforma en désespoir. Comme Kelly avant elle, elle avait son propre pistolet. Laissant une note d'adieu griffonnée, elle se tira une balle dans la tête. La balle se logea dans son cou, frôlant l'artère. Perdant beaucoup de sang, Eva réussit à appeler un médecin qui vint immédiatement et l'emmena à l'hôpital où la balle fut retirée avec succès. Que ce soit un appel à l'aide ou une tentative honnête de mettre fin à ses jours, cela fonctionna. Hitler fut choqué et promit de mieux prendre soin d'elle. Eva souffrirait beaucoup des absences de Hitler. Il oubliait souvent son anniversaire et annulait des rendez-vous à la dernière minute. Malgré cela, Eva resterait aux côtés du Führer jusqu'à la fin amère. Après la tentative de suicide d'Eva, Hitler fit tout son possible pour la satisfaire. En août 1935, il loua un appartement de 3 pièces pour Eva et sa sœur. En mars suivant, Hitler lui acheta une villa à 2 étages et une voiture neuve. Plus important pour Eva, on lui donna la chambre adjacente à celle de Hitler au Berghof. Il lui fallut du temps, et il y eut des restrictions continues à sa liberté de mouvement, mais au Berghof, elle trouva sa place. Dans les derniers jours de la guerre, lorsque l'armée soviétique s'approchait rapidement de Berlin, Hitler, Eva et d'autres commandants nazis se retirèrent dans des bunkers souterrains. Sentant que la fin approchait, et comme une marque d'appréciation pour les nombreuses années de soutien indéfectible d'Eva, Hitler exauça un ancien désir d'elle. Hitler demanda à son secrétaire personnel, Martin Bormann, de réaliser une petite cérémonie civile où il se maria avec Eva. La cérémonie eut lieu dans une ambiance fermée en béton, mais cela n'avait pas d'importance. Le lendemain, il serait mort. Eva passa le reste de sa journée de mariage à dire adieu à ceux qui restaient dans le bunker, tandis que les nouvelles de l'exécution publique de Mussolini commençaient à arriver. Il n'y avait apparemment pas d'échappatoire. C'est alors qu'Hitler s'assit à côté d'Eva et discuta de leur décision finale. Ils firent un pacte pour mettre fin à leur vie, ce à quoi elle consentit. Cela n'avait aucun sens de vivre, affirma-t-elle, s'il n'était pas à ses côtés. Comme il est de notoriété publique, les détails entourant la mort de Hitler et d'Eva Braun ne sont pas clairs. Il est communément admis qu'Hitler s'est tiré une balle dans la tête après avoir vu Eva ingérer une capsule de cyanure. Les soldats des SS avaient reçu l'instruction de transporter les corps à l'extérieur, de les asperger d'essence et d'y mettre le feu. Les restes devaient être enterrés dans une fosse peu profonde dans le jardin de la chancellerie. Le lendemain, lorsque les troupes soviétiques prirent d'assaut le bunker, elles trouvèrent les cadavres carbonisés et les ramenèrent secrètement en Union soviétique, sans confirmer publiquement qu'ils appartenaient à Hitler et Eva Braun. Pour cette raison, pendant longtemps, on pensa qu'Hitler et Eva avaient échappé à Berlin et s'étaient enfuis en Amérique du Sud ou ailleurs. Ce n'est que bien plus tard, dans les années 1970, que les Soviétiques reconnurent avoir pris les corps d'Hitler et d'Eva, bien qu'à ce moment-là, il ne restait plus de restes disponibles à étudier car ils avaient été complètement détruits. L'une des dernières choses qu'Eva fit avant de mettre fin à ses jours fut d'écrire une lettre. Dans cette lettre, adressée à sa sœur Gretel, elle réfléchissait sur sa vie et concluait que cela avait été une vie heureuse. Parmi les choses qui la rendaient heureuse, dit-elle, il y avait le fait de pouvoir mourir aux côtés du Führer et d'être sauvée des horreurs à venir pour elle, la femme la plus visible du Troisième Reich. Eva glissa la lettre dans une enveloppe et la remit à Hannah Reitsch, une héroïne aviatrice qui fut également l'une des dernières personnes à voir Hitler vivant, car elle était mariée à son médecin personnel. Le voyage de Gretel Braun, de la gloire à l'obscurité. Vers la fin de la guerre en 1944, l'un des protégés de Himmler, Hermann Fegelein, un beau mais sadique officier de cavalerie des SS, épousa une jeune femme nommée Gretel Braun. 6 mois plus tard, alors que l'armée soviétique se concentrait aux frontières du Reich, Fegelein déserta Gretel et se préparait à fuir Berlin avec une autre femme et quelques lingots d'or volés lorsqu'il fut arrêté par les SS et exécuté. Gretel, très enceinte à ce moment-là, supplia Eva de sauver la vie de son mari, mais en vain. Fegelein fut exécuté quelques heures seulement avant que Hitler et Eva ne se suicident. Gretel faisait partie du cercle intime de Hitler depuis 1930, lorsqu'elle et sa sœur rencontrèrent le Führer. Elles devinrent immédiatement des visiteuses fréquentes des nombreuses résidences de Hitler. La jeunesse de Gretel avait été confortable,
Son père, Friedrich Braun, était instituteur et la famille jouissait d'une existence de classe moyenne. Elle avait toujours eu une relation étroite avec sa sœur cadette, Eva, et toutes deux étaient connues pour leur beauté et leurs personnalités extraverties. Après la guerre, Gretel dut faire face aux dures réalités d'un régime déchu. Elle fut marginalisée en raison de son association avec les nazis et lutta pour reconstruire sa vie. Elle donna naissance à une fille, Eva Barbara, nommée en l'honneur de sa sœur décédée. Gretel choisit une vie de discrète obscurité. Elle parlait rarement de son passé, peut-être en portant le poids de l'héritage de sa famille. Elle travailla comme secrétaire et se remaria finalement en 1958, adoptant le nom de Gretel Braun-Lobinger. Sa fille, Eva Barbara, perdit tragiquement son petit ami dans un accident de voiture en 1971, après quoi elle se suicida. Gretel Braun décéda en 1987, laissant derrière elle une vie marquée pour toujours, tout comme beaucoup de femmes sur cette liste, par sa proximité avec certaines des figures les plus monstrueuses de l'histoire. Comme dans le cas des autres princesses nazies, on pourrait soutenir qu'elles étaient jeunes à l'époque et qu'elles profitaient simplement de la vie de luxe associée au fait d'être proches d'hommes puissants, mais ce serait trompeur. La vérité est que la plupart de ces femmes, y compris Gretel et Eva, furent complices et souvent collaboratrices dans les activités criminelles des nazis. Loin d'être des ménagères innocentes, ces 12 princesses nazies étaient toutes des antisémites convaincus et des suprémacistes raciales. Elles soutenaient souvent leurs maris, discutaient avec eux des atrocités qu'ils perpétraient sur le champ de bataille et dans les camps d'extermination, et les incitaient même à aller plus loin. Après la fin de la guerre, certaines comme Eva Braun et Magda Goebbels se sont suicidées, tandis que d'autres ont été emprisonnées en tant que complices des nombreux crimes de guerre des officiers nazis. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, ces femmes ont été en partie responsables de certains des pires crimes de l'histoire de l'humanité.